Libreville est plongée depuis quelques jours sous d'état d'immondice. Les villes environnantes n'en sont pas épargnées. Et du côté de la société de collecte des ordures ménagères, l'on évoque la saturation de la décharge de Mindoubé. C'est le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision chez Kina. Je vous l'annonçais à l'instant, la capitale gabonaise est à nouveau plongée sous l'état d'immondice du 1er au 6e arrondissement et même dans les localités voisines, le constat est le même. La société en charge de collecte des ordures ménagères évoque pour sa part la saturation de la décharge de Mindoubé. Le récit est d'Arnomba Beaucoup. La situation ordurière de Libreville et ses environs pourrait devenir explosive dans les jours qui viennent et pour cause, la société en charge de la collecte des ordures ménagères éprouverait actuellement d'énormes difficultés à collecter ces détritus. La principale raison évoquée, la saturation de la décharge de Mindoubé. En service depuis plusieurs années, cet espace consacré aux dépotoirs d'ordures s'avère aux antipodes du contexte moderne actuel. Avec une forte concentration humaine dans les grandes villes du pays, à l'exemple de la capitale gabonaise, à travers la ville, des monticules d'ordures commencent à être visibles et inquiètent à plus d'un. Cette poubelle, à quelques mètres de l'entreprise à Verda, est implacable tel un trophée de champion. Le même scénario s'observe à travers la ville, ainsi à l'hôpital de Nkembo, lieu où l'hygiène est de mise, c'est la désolation. De fortes odeurs se dégagent de la muraille ordurière et plus bas au quartier Atiminchos, la poubelle prend la forme titanesque. Ce constat accablant est la résultante des politiques moins innovantes en matière de collecte d'ordures. L'absence de politique dont il est question réside essentiellement dans la négligence par les autorités du boom de l'exode rural du pays, amorcé exponentiellement depuis plus de 2 décennies. Dans tous les pays du monde, les études montrent à suffisance que l'augmentation de la population, qu'elle soit générale ou qu'elle concerne une ville comme Libreville, s'accompagne toujours de restructuration du tissu social, notamment les commodités du vécu quotidien telles les voiries. Au fil de cet exode rural, aucune réflexion n'étant envisageable sur la gestion des ordures, le poids de la concentration de la population dans les grandes villes impose une production d'ordures abondantes qui nécessite désormais de grands espaces de décharge. Et l'aménagement d'un nouveau site s'avère plus qu'urgent. Toute autre politique que celle-là entraînera toujours les mêmes conséquences. À Port-Gentil, les pluies récurrentes de ces derniers jours causent d'énormes désagréments autant chez les commerçants qu'auprès des riverains. Le constat est mené ici par nos confrères de Média Plus. À tout point de vue, les Port-Gentil sortent d'une semaine difficile à cause des pluies diluviennes. Si l'on prend le cas du marché de la Balise, les commerçantes exerçant aux abords du premier bâtiment interdites de parasol ont mal vécu cette semaine. Déjà, le maire ne nous permet pas d'avoir des parasols, nous qui sommes aux alentours. On nous accorde juste, on nous permet juste de mettre là, sur les abords, là, les escaliers là. Juste un cerceau, c'est tout. Avec ça, avec tout le soleil qu'il y a, on ne met pas de parasoleil. Les choses se gaspillent, c'est pénible. Quand la pluie aussi vient, ça nous mouille aussi les choses comme c'est là. Le maillot est bien mouillé. Conséquence, la marchandise se gâte par manque d'activité et absence de clients. Les tomates sont pourries, il n'y a pas les clients qui viennent au marché. La route, il n'y a pas. Hans, riverain du quartier chic et restaurateur au Nouveau-Port, n'a pas échappé aux inconvénients de ce phénomène naturel. Bon, même la zone du Nouveau-Port, là-bas, on n'en parle même plus. Et même les voitures ont du mal à pénétrer, à passer. Et puis, au niveau des stations, à Satram, à la station là, les voitures n'arrivent plus. C'est juste la petite route qui est à l'école de foot par la gauche là. Donc ils ont profité un peu de passer par là-bas. Regardez un peu. Tout près là, il y a un canal qui est là. Allez-y, on ne peut même pas passer. Les gens touchent l'eau à des enfants par-ci par-là. Donc c'est fort. On ne sait pas si on peut trouver une solution à travers tout ça, je ne sais pas. En tout cas, on attend. Avec les dégâts observés après chaque pluie, la population port-gentillaise a décidé d'emboîter le pas aux autorités compétentes. Elle les interpelle toutefois afin qu'elles prennent à bras le corps ce problème d'inondation qui n'épargne personne. En éducation, à présent, le ministre de l'Éducation nationale a récemment rencontré les chefs d'établissement au lycée national Léamba au centre des discussions. La violence en milieu scolaire, Nadine Patricia Anguillet a de ce fait exhorté les chefs d'établissement à conjuguer leurs efforts. Reportage. Les différents actes de violence perpétrés ces derniers temps dans le milieu scolaire
ont conduit le ministre en charge de l'Éducation nationale d'échanger avec les responsables d'établissements. Ce phénomène, devenu plus que préoccupant, est l'affaire de tous, a-t-elle souligné, parce que l'éducation d'un enfant se fait non seulement à l'école, mais aussi à la maison et dans la rue. Nous savons tous que l'éducation d'un enfant se fait à la maison, à l'école, mais aussi dans la rue. Aujourd'hui, la rue s'élargit. Autrefois, la rue s'arrêtait uniquement aux compagnons de route, mais aujourd'hui, quand on parle de la rue, on peut aujourd'hui voir tous les médias et tous les réseaux sociaux. Tout au long de ce premier trimestre que nous sommes en train d'achever, nous avons tous, à un degré ou à un autre, été abreuvés d'images ou d'informations peignant des comportements et des attitudes qui n'ont pas droit de citer dans un temple du savoir. L'école est le temple du savoir. Il est de notre devoir, nous, éducateurs, nous, adultes, il est de notre responsabilité, nous, gouvernement, nous, enseignants, nous, responsables d'établissement, nous, parents d'élèves, il est de notre devoir, je dirais même plus, il est de notre mission de redonner cette lettre de noblesse à l'école. Les chefs d'établissement ont donc été appelés à conjuguer leurs efforts, chacun avec ses collaborateurs, afin de mettre sur pied des mécanismes visant à prévenir ces actes de violence. Vous êtes ici responsables d'établissement. Nous vous avons fait confiance, nous vous avons donné la responsabilité de gérer et d'animer une structure scolaire. C'est vrai que vos structures sont grandes, mais vous êtes entourés de bras séculiers. Chaque membre de l'administration, partant du surveillant jusqu'au chef d'établissement, est responsable de ce qui se passe dans l'enceinte de l'établissement. Vous avez les personnels annexes qui vous sont affectés. Ces personnels sont les COP, les conseillers d'orientation psychologues, il y a les assistants sociaux, il y a les infirmières dans les établissements. Tous ces personnels-là, vous devez ensemble conjuguer vos synergies afin de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Le ministère, pour sa part, envisage les jours à venir créer une brigade de sécurité scolaire de connivence avec les ministères de l'Intérieur et de la Défense. Mais pour l'heure, ce sont des plans de lutte contre les violences que chaque responsable devra mettre en place, espérant toutefois que ces mesures pourront efficacement stopper ces actes qui ternissent davantage l'image de nos élèves. Et au sortir de cet échange, certains chefs d'établissement n'ont pas manqué de souligner ce à quoi ils sont confrontés au quotidien. Nous les écoutons. L'échange est le bienvenu. Parce que nous, chefs d'établissement, nous subissons avec nos enfants les assauts des bandes de malfrats qui écument Libreville. Je m'explique. Il arrive que nos enfants, au sortir des cours d'abord, se font agresser. C'est ce qui nous fait le plus mal. Parce que nous-mêmes, nous mettons actuellement en place des plans d'urgence pour essayer de juguler la violence à l'intérieur de l'établissement. Mais lorsque nos enfants, à la fin du mode d'enseignement, du double flux, sortent les cours à 17h, ils sont systématiquement attaqués par des bandits. Nous qui sommes à Siban, vous voyez l'emplacement de l'établissement dans une zone difficile, des PK, nos petits élèves de 6e viennent se plaindre pour dire chaque jour qu'on a arraché le téléphone, le bout de pain, le sac, ainsi de suite. Donc cette situation ne peut plus durer. Et la convocation du ministre fait que nous soyons aujourd'hui contents de voir avec elle comment faire pour juguler ce phénomène. Nous sommes dans un sujet préoccupant, c'est-à-dire l'insécurité à l'intérieur des établissements scolaires. Et le
directrice a bien voulu partager avec nous son expérience en tant qu'enseignant chez l'établissement et aujourd'hui autorité de tutelle dans la lutte contre l'insécurité en milieu scolaire. Bien, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons une responsabilité devant les élèves, nous avons une responsabilité devant l'État qui nous a confié des citoyens, nous devons nous encadrer. Mais il se trouve que ces citoyens, quand ils viennent dans nos institutions, ils ont déjà une certaine éducation de base depuis leur famille. Et nous devons les instruire. Mais nous constatons qu'entre la famille et l'école, il y a plusieurs types d'autres intervenants sur le plan de l'éducation. Et nous devons faire maintenant face aujourd'hui au phénomène de la violence en milieu scolaire. Et nous disons que cette violence n'est pas née dans les milieux scolaires. Ce sont des enfants qui viennent avec un certain type de comportement. Et il faut aussi reconnaître que quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà subi un certain nombre de manipulations à plusieurs niveaux. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est conjuguer tous les efforts, combiner toutes les énergies, de telle sorte que la lutte contre la violence en milieu scolaire soit une préoccupation du chef d'établissement. Et nous disons à ce propos que c'est vrai que nous avons été formés, mais pour instruire, pour encadrer. Mais nous devons faire face aujourd'hui à des délinquants. Et ce type d'élèves que nous avons n'est pas prévu, si vous voulez, par la loi de l'école. L'école n'a pas prévu, dans le cadre des établissements secondaires que nous gérons, la gestion des types d'enfants que nous avons. Des délinquants, des bandits de grand chemin qui doivent être pris, si vous voulez, par la police judiciaire, les forces de police de manière générale, qui sont compétentes pour gérer ce type d'enfants. Victime d'une erreur médicale, Dame Aïcha est depuis plusieurs années sans voix, mais grâce à l'association de lutte contre les erreurs médicales Ascorim, elle dit avoir retrouvé la stabilité. Elle s'est confiée à nos reporters, des propos recueillis ici par Arnaud Mba-Bokoum. Ascorim de Madame Aminata Ondo, que j'ai été évacuée. Je suis partie à l'étranger. J'ai subi 6 fois le bloc, la bouche opérée. Je suis revenue, le cou est toujours collé. Je me suis fait accidenter en 2013. Je me suis brûlée. Je suis partie à l'hôpital général. L'hôpital m'a mise dans une salle où il y avait des lits cassés. Mon beau-fils est venu intervenir, que je l'amène en clinique. Ils ont dit signe la décharge. Il y a des chambres. Il m'a amené dans une chambre VIP. 10 jours, 300 000. 10 jours, 300 000. On me soignait. Pourtant, c'était la peau qui était quittée. Mais, comme la poitrine ne guérissait pas, un de mes médecins est venu avec un produit que même il fabrique là-bas, appelé le vilain, en disant c'était fabriqué par un quota qui était retraité. Ils prennent les injections, ils mettent dans une glucosée, après te nettoyer, ils versent. Ils versent tout. C'est comme ça ne guérissait pas. Ils ont pris la péniche et ils m'ont d'abord versé ça sur le corps. Sec, à sec. À sec. Maintenant, ils ont pris, ils ont mis. Après là, ça chauffait à l'intérieur. Tout le corps chauffait, l'intérieur chauffait. Ils ont mis la clim à fond. Tiens, j'ai demandé aux enfants de prendre le ventilateur. Ils ont mis le ventilateur, la clim, bien, je me trouvais au sol. Les enfants sont allés appeler les médecins, les infirmières. Tous sont venus, ils étaient debout, puisqu'ils n'avaient pas une solution. Ils entendaient que le souffle s'arrête. Mais Dieu est grand. Je me suis revenu, mais ça m'a rendu sec. Le cou collé contre la poitrine. Et ils ont vu que les plaies ne guérissaient pas. Ils m'ont chassé de l'hôpital. Ils m'ont dit, va à la maison, on viendra te suivre là-bas. Je suis venu à la maison, il venait me suivre. Mais un jour, mon fils marchait, comme ça il croise un monsieur, mais on ne te voit plus. Il dira, non, il y a ma mère qui est malade. Il dit, non, je t'envoie chez une dame qui pourra sauver ta mère. C'est comme ça qu'ils ont donné le numéro de la dame. Mon fils a appelé, il faisait 20 heures. Elle a dit non, je ne peux plus me déplacer.
Mais le cas est grave, l'enfant a dit oui, il a dit bon, d'accord. Quelques minutes après, elle a rappelé. Il dit, je ne peux pas dormir s'il y a... La maladie de Kaposi, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vous invite à le découvrir dans ce reportage que nous proposent nos confrères de Média Plus. Identifié vers 1872 par un professeur hongrois nommé Moritz Kaposi, le sarcome de Kaposi, encore appelé syndrome de Kaposi, est une maladie chronique de la peau qui se caractérise en général par des lésions cutanées. Cette maladie apparaît chez l'homme blanc, surtout d'origine juive, à partir de la cinquantaine. Chez nous en Afrique, nous avons la forme africaine, qui est aussi appelée la forme endémique. La forme endémique, c'est une forme qui semble un peu plus grave, plus sévère que la forme européenne. Le sujet va présenter beaucoup de lésions de grande taille, un peu partout, même sur les muqueuses. Vous aurez aussi des lésions dans la bouche, vous aurez des lésions un peu partout sur le corps. À partir de la vingtaine, quarantaine, vous voyez un sujet qui présente la maladie de Kaposi. Ça ne doit pas vous effrayer. Il y a aussi la forme dite épidémique. C'est la forme qu'on retrouve un peu partout. Épidémique, pourquoi? Puisque c'est la forme qui accompagne de VIH-Sida en phase terminale. Peu connu des populations gabonaises, le sarcome de Kaposi est une affection très contagieuse et asymptomatique. Tout le monde est exposé, ce n'est pas seulement des sujets à VIH. C'est puisque le virus, qui est la cause de cette maladie, se transmet très facilement. Il se transmet par la salive. Toutes les fois que vous allez vous embrasser avec quelqu'un, il faut vous dire, vous avez une chance d'attraper ce virus-là. Et vous ferez longtemps avec. Mais là, il sera en phase de latence. Cette pathologie, comptée au nombre des maladies opportunistes, est favorisée par certains facteurs. Ce virus-là est appelé HHV8. Pour qu'il puisse s'exprimer, il attend qu'il y ait une faiblesse. Cette faiblesse-là, ça peut être l'usage des corticoïdes au long cours, ça peut être le VIH, comme je disais, ça peut être la vieillesse, puisque c'est aussi un état d'affaiblissement du système immunitaire. Ça peut être une greffe d'organes, qui va donner la quatrième forme clinique de la maladie de Kaposi. Le seul moyen de s'en préserver est de se détourner de certaines pratiques pas très recommandables. Le message s'adresse d'abord aux gens qui ont déjà fait le dépistage du VIH. Vous avez déjà fait votre dépistage, on a trouvé que non, c'est positif. Essayez de vous contrôler d'abord vous-même, contrôlez votre peau. Si vous avez des lésions qui n'existaient pas auparavant, venez voir le dermatologue. Il va limiter la poussée de ces lésions. Puisque si vous les laissez, même si vous êtes déjà sous traitement, vous risquez de raccourcir votre vie. Soulignons que cette maladie, très répandue à travers le monde, est un type de cancer causé par le virus de l'herpès humain numéro 8. S'il existe des moyens de dépistage, aucun traitement n'est toutefois possible pendant la latence du virus. Les démocrates, partis politiques membres de la coalition Jean-Ping, resserrent ses rangs en procédant depuis quelque temps à des installations dans la province du Moyen-Ogooué. Reportage. 5 fauteuils de coordonnateur départemental. Djembi Maganga, Jean et Ndam Lamarck, installés par Jean-Rémy Minko, vice-président du parti, respectivement au poste de coordonnateur communal et départemental des démocrates, avec pour mission majeure de souder les bases de ce parti membre de la coalition Jean-Ping dans le Moyen-Ogooué. Plusieurs autres compatriotes font également leur entrée dans les coordinations des 2 arrondissements de la commune de Lambaréné. Les impétrants ont dit être conscients des tâches qui les incombent et espèrent les assurer de manière pointilleuse. Oui, ce jour est immémorable, inoubliable. Qu'il soit gravé. C'est à partir de cet instant que nous devons bâtir notre victoire. Et une victoire, pour l'obtenir,
nous devons prendre conscience des difficultés, nous devons prendre conscience des efforts que chacun d'entre nous doit mettre en soi pour arriver à cet objectif de renverser et de mettre dehors notre adversaire politique. La rencontre qui se tenait simultanément avec d'autres qualités du pays a vu la présence d'un public venu nombreux et acquis aux idées prônées par ce parti qui est en quête de véritable identité et d'une adhésion d'un plus grand nombre. Dans son intromission, le docteur Séraphin Akour-Davin, en sa qualité de président honoraire des démocrates, a rappelé les défis qui attendent les nouveaux responsables et à qui il a exhorté de se mettre au travail. Vous avez été installés pour commencer le travail de libération du peuple. Et ça va s'exprimer lors des prochaines échéances électorales. L'objectif de tout parti politique est de prendre le pouvoir. Les démocrates sont mis sur le pied de guerre en vue des prochaines joutes électorales, en l'occurrence les législatives où le parti compte présenter des candidats. Nous allons aller aux élections, mais nous allons sécuriser notre vote. Qu'il se prépare à avoir des élections sécurisées par les membres des démocrates. Nous le ferons nous-mêmes. Et ceux qui viendront de partout, qui ne sont pas de Lambaréné, ils vont comprendre qu'à Lambaréné, il y a les femmes et les hommes. Né à l'issue du congrès de l'Alliance pour le Nouveau Gabon, au lendemain de la présidentielle 2016, Démocrate est présidé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guinzouba Ndama. Le parti veut désormais se donner une empreinte et une identité nationale. À travers cette sortie officielle, le petit perroquet d'hier prend son envol. L'actualité hors de nos frontières à présent, d'abord en Tunisie où les immolations par le feu sont devenues fréquentes 7 ans après le printemps arabe. Pour les Tunisiens qui ne voient pas leurs conditions de vie s'améliorer, c'est un geste de désespoir. Reportage. Des gaz lacrymogènes et de la colère. Ces scènes évoquent d'autres images, celles de la Révolution. Avec les mêmes slogans, ces hommes et ces femmes sont descendus dans les rues après l'immolation par le feu d'une mère de 5 enfants, Radia Mechergui. Radia était une victime de la pauvreté. Personne ne l'a écoutée. Ni la délégation, ni l'assistante sociale, elle n'en pouvait plus. Si elle avait eu de quoi manger, elle ne se serait pas immolée. Radia aussi, comme beaucoup de ses habitants, était au chômage et ne recevait plus d'aide sociale depuis des mois. Pour sa famille, elle n'a plus supporté de rentrer chez elle les mains vides. Pourquoi lui a-t-on enlevé ses aides? Je ne le sais pas. Visiblement, ils ne sont pas venus chez nous voir notre situation. Notre niveau de vie est en dessous de zéro. Nous n'avons rien, même pas de quoi manger. La représentante de l'État admet qu'il y a eu une lenteur dans les procédures. Nous, dans notre démarche de travail et techniquement, nous n'avons fait aucune faute. Et il y a eu 2 investigations, une du ministère de l'Intérieur et une autre des Affaires sociales. Donc les procédures étaient en règle. Depuis la Révolution, les immolations par le feu ont augmenté et représentent le second mode de suicide le plus utilisé. Le sujet souffre et pense au suicide pour mettre fin à sa souffrance, mais en même temps, il y a une dimension sacrificielle et une dimension où il va faire son geste dans un lieu public, donc une protestation sociale, et son geste va être observé et médiatisé, c'est un message. Le geste de Radia Mechergui symbolise le ras-le-bol des défavorisés dans un pays où le chômage est de 15%, un douloureux rappel pour ce nouvel anniversaire de la Révolution. Puis au Moyen-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU envisage de soumettre au vote un projet de résolution présenté par l'Égypte révoquant la décision de Donald Trump relative au statut de la ville de Jérusalem. Un vote pourrait intervenir en début de semaine. Presse internationale. C'est passé à l'action au Conseil de sécurité. Un projet de résolution qui ne mentionne pas nommément les États-Unis, mais qui exprime des profonds regrets concernant les récentes décisions sur Jérusalem.
Déjà le 8 décembre dernier, le Conseil de sécurité s'était réuni en urgence 2 jours après la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. J'exhorte tous les dirigeants politiques, religieux et communautaires à s'abstenir de toute action provocatrice et de toute rhétorique pouvant conduire à une escalade de violence. Et j'appelle tout le monde à faire preuve de retenue et à engager le dialogue. Le secrétaire général a été clair. La réalisation d'une solution à 2 États avec Jérusalem comme capitale d'Israël et de la Palestine est la seule issue possible. Cette fois-ci, l'Égypte appelle à plus de fermeté. Le texte souligne qu'une telle décision sur le statut de Jérusalem n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée. En reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël le 6 décembre dernier, Donald Trump a déclenché la colère des Palestiniens et du monde musulman et une réprobation quasi unanime de la communauté internationale. Aux Nations Unies, pour beaucoup de diplomates, cela ne fait aucun doute. Washington opposera son veto pour bloquer la résolution égyptienne. On ouvre à présent le volet sport de cette édition d'information élue à 100% par l'ensemble des membres présents lors de l'Assemblée générale élective de la Ligue de volleyball de l'Estuaire. Moine Boulingi Boumombu n'est pas resté sans voix. Il réagit ici au micro de Mosconi Ngonba. Les regrets, c'est surtout le retrait de quelques clubs pendant le championnat provincial, mais que tout est revenu dans l'ordre. Nous sommes une famille, comme on dit bien, le linge sale se lave en famille. Nous l'avions lavé en famille et qu'aujourd'hui, tous m'ont réélu à 100%. Donc je crois que il y aura plus de regrets, mais plutôt nous devions construire, nous devions faire en sorte que le volleyball avance. Nous devions nous mettre ensemble pour former les plus jeunes, parce que le volleyball, pour ceux qui ne savent pas, nous avions deux entraîneurs de niveau 3 que les autres pays n'en ont pas. Donc c'est une chance pour nous d'avoir ces entraîneurs afin qu'ils puissent former les plus jeunes, et ils ont été formés pour ça. Oui, je suis très satisfait parce que je me rends compte que le travail que j'abats depuis ces derniers temps ne passe pas dans les oreilles des sourds. Au moins, malgré les différends que nous avions eus pendant l'année sportive, mais tout le monde a su comprendre que le président que je suis a toujours donné du sien, a toujours fait en sorte que le volleyball se joue et participe beaucoup dans l'épanouissement des clubs et dans l'organisation du développement. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je sois élu à 100%. Autre élection, celle de Mandika Bangoy, également élu à 100% par tous les clubs présents dans la salle des fêtes du Canon 105. Un véritable bicéphalisme dans la sphère du football où la Ligue de l'Estuaire s'est retrouvée avec 2 présidents élus. Des propos recueillis à nouveau par Mosconi Ngonba. Il faut constater que cette élection, n'est-ce pas, est une élection transparente dans la mesure où le ministère des Sports a assisté, dans la mesure où le ministère des Sports m'a installé, dans la mesure où tout le monde était vraiment assez heureux. Pourquoi? Parce que nous avons commencé ce combat-là depuis le mois de juillet. Essayez un peu de compter de juillet jusqu'en décembre. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons quand même terminé, n'est-ce pas, ce combat-là. Donc, ce que je sais, c'est que je suis président de la Ligue de football de l'Estuaire. Ce que je sais, c'est que à partir du moment où je vous parle, tout ce qui se passera au niveau des activités de la Ligue, il va falloir que moi, Kabangoy, je sois au courant. Nous avons, comme je disais tantôt, suivi la procédure. Le bureau, la démarche de ce bureau qui vient d'installer est partie depuis le départ, c'est-à-dire qu'elle a suivi toutes les étapes en passant déjà par l'appel à candidature, la constitution des dossiers et tout ce qui suit d'ailleurs. C'est vrai que la direction provinciale a été plus ou moins écartée, étant entendu qu'une commission des élections a été mise en place.
Mais il n'en demeure pas moins que nous avions un droit de regard sur déjà la constitution des dossiers et puis la démarche qu'a suivi la commission des élections, de cette élection. Parce que il ne saurait être question de cautionner ce que nous avons déjà reproché aux autres. Nous terminons avec la rubrique consacrée à l'expression libre à travers l'interrogation « Quelle est la durée du mandat d'un maire ?» La durée du mandat d'un maire est de 5 ans, un micro-trottoir réalisé ici par Rosine Ndje Angui. Sur ce, nous refermons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Demain, 7h30, vous serez en compagnie de Fabiola Mengue. Bonsoir.